Quelques mots sur un tableau du Caravage que j'ai eu le fort plaisir d'admirer hier à Naples, à la Galleria Italia, la collection de tableaux de la Banque Intesa San Paolo. Une œuvre célèbre que je voyais pour la première fois. J'ai traversé les salles à grandes enjambées jusqu'à la trouver comme une personne qu'on est venu voir. C'est important parfois de savoir d'avance ce qu'on va voir dans un musée, d'avoir rendez-vous avec un tableau. À tous les autres, on peut dire en passant vite « je vous verrai une prochaine fois », mais là, je suis attendu. Et on va droit au but. Le tableau s'intitule « Le martyre de Sainte Ursule ». Il est grand comme, on va dire, des bras ouverts, 1,80 m de large. Les personnages sont quasiment en taille réelle. Je ne connaissais pas la légende de Sainte Ursule, et je ne la connais toujours pas. J'irai voir à l'occasion. Ceci pour dire qu'il n'est pas nécessaire d'être très informé pour commencer sa relation avec une œuvre. J'avais lu dans un petit livre sur Naples, qui s'appelle « Le piéton de Naples » de l'écrivain français Dominique Fernandez, une sorte de guide assez personnel à l'usage de qui veut découvrir Naples en marchant. J'avais lu donc qu'il n'y avait à Naples que 3 tableaux du Caravage. Un au musée Capodimonte, loin du centre, un autre dans la chapelle du Pio Monte della Misericordia, pas loin, que j'ai été voir avant-hier, le 3e qui, je ne sais pas pourquoi, m'attirait le plus, dans une collection d'origine obscure donc, et aujourd'hui aux mains d'une grande banque. Les Napolitains sont particulièrement fiers de leur Caravage parce que Caravage a vécu à Naples un moment, et il y a peint quelques-uns de ses tableaux les plus célèbres. Caravage était un peintre actif à Rome, et très prisé, mais il menait une vie tumultueuse et lors d'une rixe, il a tué quelqu'un en lui traversant le corps d'un coup d'épée. Événement tragique, Caravage est condamné à mort, mais il s'enfuit et trouve un refuge temporaire à Naples, justement, auprès d'une grande famille qui habite, et ça ne gâche rien, dans les faubourgs à Chiaia, un superbe et immense palais Renaissance. Un palais carrément divin, appelé Cella Mare, comme si c'était le ciel et la mer, qui s'élève aujourd'hui encore dans le quartier, toujours élégant, de Chiaia, pour ceux qui connaissent, entre le cinéma Métropole et la boutique chic du tailleur Rubinacci. Dans une autre salle du même musée, on trouve des vues de Naples anciennes, très jolies, par un védutiste hollandais du début des années 1700, et c'est amusant d'aller y rechercher le palais Cella Mare. Voilà, à cet endroit. C'est donc derrière ces fenêtres que Caravage a vécu et peint. Et peint aussi sans doute ce tableau-ci, qui nous occupe, avec lequel j'avais rendez-vous dans une salle de ce musée, Via Toledo, en plein cœur de Naples. Je me suis donc retrouvé dans la demi-pénombre, où cette banque a décidé de plonger toute sa collection, des salles silencieuses, assez petites, chaleureuses, en enfilade. Tout y est scénographié et éclairé comme un tableau du Caravage, en clair-obscur. Un éclairage par spot enveloppe les tableaux d'un âme de lumière, mais le reste de la salle demeure sombre. Les gardiens et gardiennes du musée sont vêtus de noir, marchent silencieusement, et leurs visages et leurs mains semblent flotter dans l'air. C'en est presque inquiétant. Dans cette atmosphère donc caravagesque, apparaît alors, soudain, le tableau. Il éclipse tout le reste. Le charme commence à opérer. On regarde, et tout à coup, on a le temps. On regarde. Voilà la photo que j'ai prise à l'iPhone, à la va-vite, cadre inclus. Et voici l'image que j'ai trouvée sur le site du musée, que j'espérais un peu meilleure. Mais on s'en contentera. Bien sûr, d'emblée, typique du style du Caravage, il y a cet océan de ténèbres, d'où émergent, comme un archipel, des îlots humains d'une expressivité extrême. On distingue l'action plutôt qu'on ne la voit très clairement, à vrai dire. Tout est sur le point d'être englouti dans les ténèbres. Une lumière toutefois vient frapper les corps, spectaculaire. Une lumière qui ne vient pas du tout des personnages eux-mêmes. Elle vient de loin, de l'extérieur. On sent qu'ils sont incapables de la faire durer ou de la faire cesser. Elle ne dépend pas d'eux. Ils la subissent, la reçoivent bon gré mal gré. Elle les frappe comme un coup de vent. Elle rebondit si fort contre eux qu'on en vient à penser que le peintre nous met devant l'affirmation que l'humanité, que le monde, est une matière profondément opaque et hostile et étrangère à la lumière. Ils sont des êtres de ténèbres, des habitants du sans-lumière.
Et je pense ici à l'usage si prégnant de la métaphore de la lumière et des ténèbres dans la Bible, dans l'Évangile, dont était tout imbu la civilisation catholique où Caravage évolue. Saint Paul aux Romains, 13-12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les œuvres des ténèbres. On sent bien que c'est cette antithèse qui est en jeu dans l'œuvre du Caravage. D'où ce nom si bien trouvé pour qualifier sa manière, le ténébrisme. C'est une vision ténébreuse de la réalité, pessimiste si on veut, mais simultanément une exaltation de la lumière, mais d'une autre lumière. Lisons un peu le tableau, que se passe-t-il? Tout d'abord, un élément de composition. Le bras rouge de l'archer à gauche et à droite le bras cuirassé du soldat forment comme des parenthèses ouvertes et fermées qui resserrent et enferment le discours pictural de manière très dense. Moi, cette composition entre deux parenthèses me rappelle invinciblement la fameuse descente de croix de Van der Weyden, ce tableau bruxellois qui est au musée du Prado à Madrid, et où la composition très dense est également tenue par deux corps formant parenthèse, en l'occurrence le corps rouge de Saint Jean à gauche et le corps symétriquement recourbé de la pleureuse, Marie-Madeleine je crois, à droite. Composition tout également passionnée, dense, compacte, qui étreint. Ensuite, deux figures principales dans ce Caravage. L'homme à gauche, un arc à la main, l'air effaré, la femme à droite, plus jeune, recueillie. Elle est touchée par une flèche. L'homme qu'on a vu vient de lui tirer dessus. D'autres personnages secondaires à la même hauteur, très proches mais beaucoup moins visibles et dépourvus du coloris rouge intense qui distingue les deux principaux, assistent à l'action impuissants. Quelle est cette action? Une exécution. L'homme vient de décocher une flèche à bout portant qui transperce la poitrine de la jeune femme. La flèche vient de partir. La main qui tenait l'épée est encore en position, le coude plié, et l'arc dans le poignet souple de l'archer vient de basculer dans ce mouvement de balancier caractéristique. L'action vient donc de se produire. La vibration se prolonge peut-être encore dans le bras de l'archer, dont la manche est d'ailleurs visuellement plissée comme une sinusoïde. Le peintre nous montre donc quand c'est trop tard, quand le coup est parti. Immédiatement, cette flèche sur cette poitrine me fait penser à la Sainte Thérèse du Bernin, une œuvre célèbre qui est à Rome, où le sculpteur a représenté la jouissance mystique de la moniale par un ange souriant qui s'apprête à lui lancer une flèche dans le cœur, dans la poitrine. Et Sainte Thérèse, dans une position qui continue de faire jaser, se tortille dans ses draps, également plissés et vibrants. Bien sûr, l'œuvre du Bernin est postérieure au tableau du Caravage, plus d'une vingtaine d'années après, et il n'est pas question d'influence, il est plutôt question de ce qui se passe dans le regard que je pose subjectivement, que n'importe qui pose. Une œuvre d'art n'est jamais seule, elle entre en relation avec nous dans un cortège d'échos et d'associations. Dans la même volée d'idées, en songeant à cet ange souriant qui jette sa flèche d'amour et de jouissance sur la poitrine de Sainte Thérèse, je pense aux flèches de Cupidon, d'Eros, bien sûr, l'angelot ou putto qui accompagne Vénus Aphrodite et dont les aiguillons causent l'amour, souvent l'amour douloureux, piquant, saignant. Mais voilà, Sainte Ursule ici, à la Galleria Italia de Naples, ce n'est pas Cupidon qui vient de la viser, ni un ange souriant, c'est un soudard, un soldat au visage raviné, et c'est de mort plutôt que d'amour qu'il s'agit, c'est de froid et non d'ardeur. Mais on est d'accord que la flèche envoyée sur le cœur, c'est tout de même aussi, sous la surface, cachée ou détournée ou renversée, subvertie, l'image de l'amour. Nous avons un autre élément de disposition très frappant, génial même. C'est la main, là, en plein centre, cette main qui n'est à personne, qui n'est ni à Ursule ni au bourreau, qui surgit des profondeurs et qui est certainement celle du personnage à demi effacé derrière Ursule. Il veut la protéger, vainement. Cette main est peinte en raccourci, un raccourci virtuose, et ce bras
crée à lui tout seul la troisième dimension, l'axe de profondeur du tableau, assez prodigieux. Je note encore l'extraordinaire continuité entre victime et bourreau, qui est suggérée par le rouge, l'unique couleur chaude du tableau, qui va du vêtement de la sainte vers celui du soldat et les lie dans un même sens, si j'ose dire. La continuité du coloris sur la victime et sur le bourreau introduit à mes yeux un rapport de continuité entre les deux, et pourquoi pas de réversibilité. Victime-bourreau, bourreau-victime. L'un tue l'autre comme l'autre sauve l'un. L'un tue l'autre par son crime, et l'autre sauve l'un par son innocence. Pourquoi pas? Et la main alors, qui vainement s'interpose, il est heureux peut-être qu'elle soit impuissante. Comme le glaive de Saint-Pierre au mont des Oliviers, qui coupe l'oreille d'un Romain pour empêcher l'arrestation de Jésus, et que Jésus rappelle à l'ordre, « Range ton épée, ne coupe pas le mystère de cette relation bourreau-victime, ne tranche pas. Ce n'est pas un assassinat comme les autres, c'est l'assassinat d'une sainte, d'un saint. » Et cette main centrale dans le tableau peut alors symboliser autant l'incompréhension que l'impuissance, qui toutes deux caractérisent intimement le genre humain. De toute façon, il est trop tard. De toute façon aussi, il est bon en fin de compte qu'il en soit ainsi. Heureuse faute, Félix culpa. Je reste encore un peu devant Ursule, son teint cadavérique, couleur ciment, et je vois alors arriver dans ma mémoire et se joindre au concert ce gris rose cireux que le Gréco donne à ses carnations. Je vois entre autres le grand Saint Jean évangéliste qui est à Tolède, si je me rappelle bien, dans la maison musée du Gréco. Puis de Tolède, je me réincorpore via Toledo à Napoli. Tous les personnages ici sont dans la détresse, mais la détresse d'Ursule est la plus singulière. Son regard porté sur le trait qui la tue et la position de tout son corps concentré sur sa poitrine, sur le cœur, donne l'impression qu'elle accueille tout avec acceptation. La lumière aussi se pose sur elle différemment que sur les autres, plus fort, elle l'aimante davantage. Moi je ne vois pas de révolte, une acceptation dans l'obscur. Ce tout petit jet de sang, de couleur, dans cet univers de mort est peut-être une source d'immortalité. La tradition affirme que le personnage de droite, dont on ne voit que la tête, juste derrière Sainte Ursule, et qui a la bouche ouverte, comme les autres, à l'exception de la jeune femme, parce qu'ils sont tous dans le tumulte et le vacarme dont la sainte se distingue par l'extrême retenue et le silence, serait un autoportrait du Caravage. C'est bien possible. Et intéressant. Caravage peint ceci en 1610, il a 38 ans. Regardons-le bien. Il est moitié lumière, comme le visage de la sainte, et moitié ombre. Il a exactement pour la moitié d'en bas la gueule du tueur, même ouverture de bouche, même barbe-ombre, ou ombre-barbe. Il est les deux, le bourreau et la victime, l'assassin et le saint. Caravage peignant ceci dans le palais de Cellamare à 38 ans. Et dans 2 mois il sera mort. C'est son dernier tableau. Il a appris que le pape de Rome accepte de le gracier. Il faut qu'il aille demander pardon devant le Saint-Père. À quoi pense-t-il, lui qui fut assassin, quand il peint cet assassinat? Je pense, à part moi, que tout ce tableau est un autoportrait de son âme à ce moment-là, qu'il est à la fois le tueur et qu'en même temps il est parvenu à s'identifier totalement à la victime, qu'il vit le drame ineffaçable du mal du côté du fer et du côté de la plaie, dans son enfer et dans sa consolation. Une grande partie de la toile est totalement noire. 2/3 des corps des personnages est également et simplement un aplat noir. On ne peut imaginer plus elliptique comme peinture. Caravage ne peint que le strict nécessaire, une économie de moyens parfaite. Chaque coup de pinceau porte sa charge de vérité. Le reste, englouti dans l'effet noir. C'est certainement ça d'ailleurs, cette fulgurante économie de moyens, qui rend les autres tableaux de la salle autour si pénibles à voir en comparaison et si poussifs. La contrepartie de cette économie de moyens, bien sûr, c'est l'énormité concédée au noir. À la limite, pourquoi pas un tableau plus petit alors? Il est si nécessaire que ça, l'excédent de toile totalement sans vision,
Représente-t-il, symbolise-t-il? Est-ce un mur, est-ce un rideau, parce qu'on serait dans une mise en scène? Est-ce le côté intérieur d'une paupière, parce que tout serait vision intérieure? Est-ce une scène qu'on voit les yeux fermés? Et je pense à ce ténébriste de la littérature, Louis-Ferdinand Céline, qui, dans Voyage au bout de la nuit, titre caravagesque s'il en est, commence en disant « Voyager c'est bien utile, il suffit de fermer les yeux, c'est de l'autre côté de la vie ». Le noir ici n'est pas seulement un fond, ni seulement le coup d'un effet de mise en scène, cinématographique avant la lettre. Le noir ici qui dévore les corps et les visages où tout s'enfonce est forcément un protagoniste à part entière. Est-ce ce songe épais comme du pétrole et fuligineux où la vie n'est qu'une substance qui flotte, reflet fugace qu'un clair de lune métaphysique sculpte à la surface? Grand thème baroque, la vie est un songe? Est-ce ce rêve nocturne plus profond et plus réel que la réalité, où la réalité ne fait que clignoter? On verra beaucoup ça chez Rembrandt. D'ailleurs, isolons la tête du tueur, c'est du Rembrandt avant la lettre. Sans compter qu'Ursule annonce aussi la Judith du Prado. Mais passons. Ce noir absolu, mystérieux, provoquant. On pense peut-être à Rothko, sûrement à Soulages. Ce fond noir, velours, pessimiste à première vue, mais aussi un écrin pour un autre soleil. Ou mieux, ce sombre, ne dirait-on pas qu'on l'entend, ne dirait-on pas une voix, à la fois théâtrale et intime, comme celle d'un Orson Welles, comme qui dirait une voix off? Ces ténèbres parlent, et d'ailleurs, tous les ténébreux du tableau, sauf Ursule, que le crime des autres innocente, ont la bouche ouverte, râlent ou vacarment, fureur, bruit. Alors cette fois, on entend, on doit peut-être même entendre Shakespeare, cet exact contemporain du Caravage. Ce tableau date de 1610. C'est en 1610 qu'on joue Macbeth en Angleterre. C'est la voix de Macbeth au vrai, c'est la même. Comme Macbeth, la bouche d'ombre du Caravage dit « La vie est une ombre qui va, life is but a walking shadow », célèbre monologue. Un pauvre acteur qui se démène un temps sur la scène et puis qu'on n'entend plus. Sitôt ce tableau achevé, Caravage quitte Naples en juillet 1610. Il veut regagner Rome, où on lui promet donc la grâce pontificale. Il sera absous de son crime, peut-être même blanchi. Il y va, et il meurt avant d'arriver. On ne sait trop ni comment, ni de quoi. À Porto Ercole, où il a débarqué. On retrouve sa trace dans un hôpital du port, puis, quelques jours après, sur le registre des défunts. Quelqu'un a soufflé la frêle flamme, la courte chandelle qui était hors champ, et tout est devenu noir. Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury.